Alors, je vais vous parler. On a écouté trois exposés passionnants, je trouve, moi qui suis observateur extérieur. Et sur les deux premiers, vous avez vu qu'il y avait un petit problème quand même. Hein. C'est que pour arriver à pousser ces idées, il fallait un peu d'argent, de l'argent pour prédévelopper, de l'argent pour faire des phases 1, des phases 2, des phases 3, et puis aussi quelque chose que Sylviane a dit avec, je trouve, beaucoup de sincérité, c'est qu'il faut quand même une entreprise. On ne peut pas faire ça dans le cadre de la recherche publique, même si la recherche publique, finalement, notamment en milieu universitaire, fait des belles choses en clinique. Donc ce n'est pas une critique au contraire de ce que fait la recherche clinique publique. Alors, moi je vais vous dire ce que je connais un peu, c'est le financement des startups. Et pourquoi les startups ? Les startups ont commencé à éclore aux États-Unis, en biologie au début des années 80 à peu près. Et moi j'ai beaucoup vécu tout ça et je trouve que la situation de l'industrie pharmaceutique a évolué de façon colossale dans les 25 ou 30 dernières années. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu pendant très longtemps, c'était les grands groupes pharmaceutiques qui innovaient, qui co-développaient, qui avaient beaucoup d'argent pour le faire. Et on a observé une baisse de la rentabilité de la recherche industrielle, on l'a bien vu. On a vu que les grandes fusions de l'industrie pharmaceutique sont en général pilotées par le fait que des produits sont hors de marché, sont dépassés par d'autres produits. La recherche n'a pas toujours produit des médicaments de substitution, donc ça conduit à ces gigantesques fusions qu'on observe. Et qu'est-ce que vous observez dans ces fusions ? C'est que la première activité qui trinque et qui est, dit-on, rationalisée, et je mets les guillemets, c'est qu'on réduit la recherche. Donc les groupes pharmaceutiques maintenant fonctionnent un peu différemment, ils achètent de la techno, quelquefois assez amont d'ailleurs, mais pas toujours très amont, et ils l'achètent où ? Un peu dans les labos publics, mais beaucoup dans les jeunes sociétés qui se sont créées. Donc ces jeunes sociétés sont un peu le cœur maintenant, je dirais le noyau de ce qui va se passer dans l'innovation thérapeutique. C'est intéressant ce qui se passe dans les sciences de la vie parce que c'est peut-être le secteur où la recherche fondamentale est le plus proche des applications potentielles. Ce qui ne veut pas dire que le temps est court. Mais en tout cas, les concepts manipulés, la science manipulée est très proche des applications thérapeutiques. On l'a bien entendu d'ailleurs ce matin sur les deux premiers, et peut-être le troisième aussi, qui arrivera vers cette même évolution. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une start-up ? Ça a besoin de quoi ? Alors, je pense qu'on ne se réalise pas bien les montants en jeu. Dans nos métiers, il faut des capitaux propres, bien sûr. Les startups ne sont pas subventionnées, donc elles lèvent de l'argent auprès d'investisseurs, comme moi et d'autres. Et les montants qu'il faut lever sont colossaux. Je crois que je n'ai pas vu de start-up démarrer à moins d'une dizaine de millions. Ça peut atteindre 100 millions d'euros et plus, dans certains cas. Donc c'est des besoins vraiment considérables. La France s'est structurée avec alors comment on les trouve, cet argent ? On les trouve dans des fonds d'investissement. Je vous dirai un peu quelle est la logique des fonds d'investissement. On a créé pas mal de fonds d'amorçage en France. La BPI gère des fonds qu'on appelle du FNA, c'est-à-dire que les programmes d'investissement d'avenir ont généré plusieurs centaines de millions d'euros pour financer des fonds. Et ce qu'on constate, c'est que dans les sciences de la vie, les fonds sont un peu petits, et même trop petits. Clairement, c'est des fonds de 40 millions, donc la toise a été la même pour les technologies de l'information et la biologie, et c'est à peu près impossible de financer des sociétés avec des fonds aussi petits. Une petite remarque, la phase dite d'amorçage en thérapie, on s'est mis d'accord entre nous dans la profession avec l'industrie, c'est jusqu'à ce qu'on achève une phase 2A, c'est-à-dire une preuve que ça marche. Avant, on n'a aucune logique, il n'y a aucune logique financière, on ne sait pas quelle est la probabilité de succès. Quand on a une phase 2A qui marche, alors là, on rentre dans une logique industrielle. Les entreprises peuvent affecter des ressources en fonction de ce qu'elles estiment comme probabilité de succès. Donc ça coûte, on a fait un peu de travail rétrospectif, ça coûte entre 7 et 15 millions d'euros, ça dure 3-4 ans. Donc avec des fonds de 40 millions, vous voyez bien qu'on n'a pas de quoi en faire beaucoup et en tout cas pas avoir une courbe d'assurance des risques raisonnable. Alors, deuxième source, c'est les business angels, bien sûr, qui arrivent très tôt dans le financement de ces sociétés. Il y a des business angels en France, je fais partie d'un petit groupe de business angels, mais
les moyens consacrés aux business angels en France sont faibles. On l'estime à une centaine de millions d'euros, pas beaucoup plus. Et ça, c'est pas que dans le domaine des sciences de la vie. Ils n'investissent pas énormément dans le domaine des sciences de la vie, sauf dans certains cas des grandes familles qui, sur des sujets un peu particuliers, ont investi beaucoup d'argent. Mais en moyenne, c'est quand même assez peu. Juste pour faire une comparaison, aux États-Unis, je n'ai pas les chiffres de 2014, mais en 2013, ils avaient investi 22 milliards de dollars. Donc vous voyez bien que ce n'est pas commensurable. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 ou 3 fois plus comme on peut le faire en rapport de PIB, c'est 10, 20, 30 fois plus. Enfin, ça n'a plus rien de commensurable. Et moi qui finance des sociétés aux États-Unis, il m'arrive très souvent de cofinancer des startups avec des business angels qui mettent autant que nous. C'est-à-dire ils mettent 5 millions pour démarrer une société. Je n'ai jamais encore réussi à faire ça en France. Donc là, on a un petit problème d'allocation de ressources. Alors, pourquoi? On verra tout à l'heure pourquoi c'est une situation comme ça. Quand on évolue vers la chaîne de financement, on a peu de capital innovation, ce qu'on appelait avant le capital risque, et pas du tout de capital développement dans le secteur thérapeutique en France. Pratiquement, à l'exception de la BPI, je dois dire, qui a levé un fonds qui s'appelle Large, qui a affecté des ressources publiques à un fonds qui s'appelle Large Venture et qui, je reconnais, joue un rôle plutôt actif, mais c'est une forme quand même de nationalisation de l'investissement et ça, on ne pourra pas aller au bout juste avec le fonds de la BPI. Il faudrait 3-4 fonds comme ça en France si on voulait avoir les ressources pour financer les sociétés. Un autre domaine sur lequel je crois que là il y a quelque chose à faire, c'est que de façon très très paradoxale, le marché des introductions en bourse en France est assez élevé. Et c'est étonnant puisque la France n'était pas connue pour être un pays boursier, vraiment très actif au plan boursier. Et peut-être lié au fait qu'il y a des belles sociétés de biotech en France qui se sont cotées. Ça, c'est un élément. Et puis, il y a une classe d'investisseurs, beaucoup de personnes physiques, dit-on, sur le marché des sociétés cotées, qui jouent un peu, qui considèrent que c'est un secteur un peu d'avenir, un peu risqué, mais potentiellement important. Et on arrive à lever des montants très significatifs. Nous, on a fait 3 introductions en bourse l'an dernier. On a levé entre 20 et 50 millions sur chaque. Donc, c'est des montants qui commencent à devenir significatifs. Par exemple, 50 millions, ça peut être le prix d'une phase 3. Ou quelquefois c'est plus, quelquefois c'est moins, mais c'est de l'ordre de grandeur du financement d'une phase 3, donc ça commence à devenir tout à fait significatif. Alors, c'est un marché pas facile parce qu'il y a peu de liquidité, donc les investisseurs qui sont intéressés à pouvoir céder leur participation quand ils en ont besoin ont peu de difficultés en France. On voit quelque chose de tout nouveau que je n'ai pas écrit, c'est que la valorisation des sociétés de biotechnologie en France est moins élevée qu'aux États-Unis. Je ne dis pas qu'il est faible, mais il est moins élevé qu'aux États-Unis. Et on commence à voir des très grands fonds américains qui, séduits, et c'est très important à dire, par la qualité de la technologie qu'on trouve en France, qui est dans les sociétés donc cotées, viennent investir à nos côtés dans ces sociétés publiques. Et donc ça, c'est un trend, comme on dit, qui est un peu nouveau, sur lequel il faut être attentif. Nous, on a 2 sociétés cotées à fort potentiel, réellement belle technologie à fort potentiel, qui ont levé récemment, en privé, aux États-Unis, des montants considérables, de l'ordre de 50 millions d'euros, ou plus. Donc c'est quelque chose qu'il faut regarder de près. Alors, autre source de financement, bien sûr, les accords stratégiques avec les industries pharmaceutiques. C'est très significatif, bien sûr. Certaines sociétés pharmaceutiques suivent de très près ce qui se passe dans les startups. Elles essayent quelquefois de se positionner relativement tôt, pas toujours, mais relativement tôt. J'ai vu, moi, des accords se faire en début de phase 2, donc c'est raisonnable, on ne savait pas encore si ça allait marcher. Et puis avec une phase 2A réussie, on peut commencer à trouver des accords industriels significatifs. Alors évidemment, ça a un inconvénient, c'est que c'est une préemption sur la valeur des sociétés, bien sûr, puisque l'industriel, si ça se passe bien, il exercera son droit de faire l'opération. C'est un peu comme
Cephalon l'avait fait. Il se trouve que je connais bien Cephalon. Ils ont été rachetés par Teva. Je connais aussi très bien Teva, y compris son patron du BizDev. Et ils n'avaient pas comme stratégie de continuer dans cette direction, donc ils ont arrêté. Donc c'est aussi une fragilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie que les sociétés industrielles avec lesquelles vous allez faire un accord de long terme soient maintenues, donc ce qui est un peu gênant quand même. Alors, pour une société, les enjeux peuvent être de l'ordre de dizaines ou un peu plus, millions, dans cette phase de développement. Bien sûr, si c'est des accords stratégiques forts, ça peut être des montants tout à fait considérables, mais c'est ce qu'on appelle des biodollars, attention. Hein. C'est-à-dire que c'est des dollars qui n'arrivent que lorsque les milestones sont affichés, etc. Nous, on vient de vendre une société d'un grand groupe pharmaceutique pour 600 millions de dollars. C'est une société qu'on avait créée à partir de zéro, d'ailleurs, en 1998. Et on aura 200 millions de dollars upfront, comme on dit, et le reste sera lié à des milestones, de phase 3 réussis, de mise sur le marché, etc. Donc, prudence quand même dans ces analyses des montants en cause. Alors, dernier point, et Bernard, tu en avais parlé à ta leçon inaugurale, et je vais trouver ça pas mal. Il faut faire... Les associations de patients deviennent des acteurs du financement de la technologie dans nos métiers. Vous en avez deux sortes. Vous avez celles qui lèvent de l'argent, hein, comme le Téléthon, qui lèvent des montants quand même importants. Alors, il faut dire que la plupart du temps, ces associations investissent plutôt amont, plutôt en recherche, plutôt dans le public, moins dans les entreprises qui, elles, ont la responsabilité de développer. Très souvent, c'est des non-profit, hein, c'est des sans but lucratif, et les sociétés, évidemment, sont à but lucratif. Hein, si elles veulent subsister, il faut qu'elles gagnent de l'argent. Donc, pour les sociétés, ça peut être quelquefois quand même quelques millions d'euros. Sur une de mes sociétés, on négocie avec une association américaine qui est beaucoup plus riche que les associations françaises, dans une pathologie très difficile aussi, et je pense qu'on arrivera à lever quelques millions d'euros. Ceci dit, ce n'est pas des sommes colossales quand on regarde les quelques dizaines de millions d'euros qu'il faut pour aller en clinique le plus loin possible. Alors, nos startups sont dans un environnement économique un peu contrasté. Je dirais que vous avez tous entendu parler, le gouvernement s'en flatte beaucoup, l'environnement des startups est favorable, ce qui n'est pas faux. Hein, on a les jeunes entreprises innovantes, on a le crédit d'impôt recherche, on a les ex-procédures en Varoseo qui a été repris par la BPI, bien développé par la BPI, qui fait un bon boulot dans ce domaine. Donc il y a quand même un environnement pas si mal que ça. Mais ça c'est pour les sociétés. Pour les investisseurs et les créateurs d'entreprises, c'est un petit peu différent. La fiscalité des investissements à risque est assez dissuasive en France. Elle le reste malgré ce qu'on a vu sur la correction des plus-values. Je voudrais vous donner un petit chiffre qui laisse penser que c'est pas simple. Je vous ai dit que les Américains les business angels américains investissaient 22 milliards de dollars dans les jeunes sociétés. L'ISF, il y a 3 études qui ont été publiées récemment. L'ISF a délocalisé 350 milliards d'euros hors de France. C'est un petit chiffre quand même qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que les business angels qui étaient capables de mettre des millions d'euros dans les sociétés ne sont plus là. Donc c'est un vrai problème. Sérieux. Je rappelle que l'ISF rapporte 5 milliards par an. Bon, il y a aussi quelque chose qui est spécifique à nos métiers, c'est des contraintes réglementaires que beaucoup d'entre nous jugeons déraisonnables. Il faut 10 à 15 ans pour une AMM. Hein, rien qu'entre le moment où on dépose l'AMM et on a l'autorisation, c'est un minimum d'1 an. Je trouve qu'une de mes sociétés vient de recevoir une autorisation pour mettre sur le marché un produit ophtalmologique, hein, qui pourtant, ce n'est pas de la rocket science, franchement, avec un principe actif connu, mais c'est simplement un mode de drug delivery très innovant. On a mis, écoutez bien, 11 ans entre le moment où on a commencé à travailler cette formulation sur un produit actif connu pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. 11 ans. On peut se poser la question si c'est bien raisonnable, franchement. Et moi, j'en arrive dans certaines pathologies rares et difficiles qu'on finance, de me poser la question de ce qui se passe pour les patients.
Je pense que quand on demande à une société, ou à des cliniciens d'ailleurs, hein, de passer 1 an de plus ou 2 ans de plus, combien de patients ne seront pas traités qui auraient pu l'être? C'est-à-dire que j'en arrive moi à être choqué. Il m'est arrivé une seule fois que l'agence de régulation nous demande de mettre à disposition des investigateurs hors clinique les lots qu'on avait développés, hors études cliniques, parce que le produit s'était montré tellement efficace que les investigateurs ont râlé en disant on veut continuer à shooter les patients, sinon ils vont mourir. Et donc c'est la seule fois où j'ai vu ça. Ce qu'on a fait bien entendu. Mais le produit n'est pas encore sur le marché. On en a encore pour 3-4 ans à le mettre sur le marché, malgré ce constat. Donc j'ai quand même des questions un peu philosophiques à poser autour de tout ça. Alors, bien entendu, pourquoi j'en parle? Parce que les coûts sont exorbitants. Quelqu'un qui attend 1 an, 2 ans, les frais généraux tournent, il faut refaire des études cliniques, le patient se coûte je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros à traiter. Donc voilà quoi, on est dans cette espèce de fuite en avant des montants qu'il faut mettre pour mettre des produits sur le marché. Alors, pourquoi c'est un peu comme ça? Moi, je pense que, culturellement, moi, je suis un grand ennemi du principe de précaution. Je crois que maintenant, tout le monde se couvre, plus personne ne prend de risques. On retire du marché des produits pour lesquels il y a 1% d'effets secondaires qu'on aurait probablement pu screener plutôt que d'arrêter la totalité du produit. Moi, je connais des patients qui n'ont plus de produits parce que les produits ont des éléments de toxicité, ce qui est vrai. D'ailleurs, si un médicament qui n'a pas de toxicité, je veux qu'on m'explique comment il peut être efficace. Hein. Donc, je trouve que culturellement, on n'est pas très bon. Autre point aussi, qui est le prix du médicament, bien sûr. Hein, où il y a beaucoup de querelles actuellement sur ce sujet. C'est vrai, c'est un problème. Les systèmes de santé sont tous en déficit, voire en faillite, donc on ne peut pas traiter ça à la légère. Ceci dit, ce n'est pas les médicaments qui sont la principale cause de déficit de la sécurité sociale. J'ai un ami qui a été à un cabinet ministériel qui me disait si on arrêtait de soigner les patients 3 mois avant leur mort, il n'y aurait plus de déficit. Je pense que c'est assez vrai d'ailleurs ça. Mais je voudrais l'avis des médecins qui sont dans l'assistance. Les conséquences de ça. Les conséquences, c'est que la rentabilité des fonds d'investissement que nous levons, nous, et pour lequel il faut qu'on aille se battre auprès de grands investisseurs pour qu'ils nous confient leur argent pour qu'on l'investisse dans les startups, la rentabilité est insuffisante et surtout elle a beaucoup baissé dans la dernière décennie. Alors pourquoi a-t-elle baissé? Vous avez bien vu, des durées de développement extraordinaires. Écoutez, nous font des durées de 12 ans maximum, allez, 13 ans. Et il faut 15 ans pour mettre un médicament sur le marché. Cherchez l'erreur. Hein, on investit, il faudrait qu'on investisse avant d'être créé pour qu'on puisse aller jusqu'au bout et moissonner les risques qu'on a pris pour récupérer l'argent qu'on a investi. Donc on a un vrai problème. On est obligé de céder de façon prématurée nos startups. Et malheureusement, je dois le dire, beaucoup sont achetés par l'étranger. Ce qui, moi qui suis citoyen français, qui paye beaucoup d'impôts, me gêne un peu quand même. Et enfin, je voudrais dire quelque chose qui n'est pas souvent dit et que je ressens depuis beaucoup de temps. Je pense qu'on crée trop de startups de bio en France. Je pense qu'on les crée de façon prématurée. Je pense qu'elles ont des bases technologiques un peu étroites, donc elles sont vulnérables. Je pense qu'on ne sait pas arrêter leur financement suffisamment tôt, et je bats ma coulpe, je suis dans la même situation. Quand j'investis aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Si ça ne marche pas, on arrête, hein, et puis on n'en parle plus. Notre métier, c'est de perdre de l'argent, c'est la vie. On investit, on perd et on gagne sur les sociétés qui nous font des multiples importants. Donc voilà, je pense que là, on a nous-mêmes à réfléchir, on a à redéfinir le business model du capital risque qui est la forme principale de financement des startups. Moi, je voudrais dire juste un mot, je pense que la stratégie française qui consiste à avoir séparé la partie amorçage de la partie capital innovation et capital développement est, je crois, une erreur. Je pense qu'un fonds ne peut gagner de l'argent que s'il a le temps et la ressource financière suffisante pour prendre la boîte à la création et de l'amener au bout.
c'est-à-dire lorsque la valeur est constatée, soit par une introduction en bourse bien réussie, soit par un achat par une société, une grande pharma, ce qui est normal dans nos métiers. Et donc, le fait d'avoir choisi de segmenter notre marché ne marche pas. Le constat, je le fais depuis longtemps, il ne marche pas. Nos confrères américains ne sont pas du tout dans la même situation que nous. C'est des gens qui ont levé des fonds colossaux, de 500 millions à 1 milliard, dans les domaines de la santé, et qui couvrent la totalité du champ d'investissement. Ils font de l'amorçage, un peu comme nous, en allant chercher de la science dans les labos, mais eux, ils ont les capacités, les reins assez solides pour l'amener au bout. Alors, voilà. Donc, si on n'arrive pas en France à adopter une stratégie comme ça, on aura beaucoup, beaucoup de mal à vous financer. Et je voudrais vous dire que vous le méritez, parce que moi, qui suis un observateur de ce qui se passe dans la recherche française, je peux vous dire que la qualité des produits que notre corporation reçoit de vous est bonne. Elle est excellente. Moi, je suis ravi d'investir dans des boîtes françaises. J'ai investi partout dans ma vie, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Angleterre, en Israël. Et je dois dire que je suis séduit par la qualité des projets que je vois arriver. Et c'est pas que la science est meilleure qu'avant, mais je pense que les scientifiques qui sont motivés pour faire que leur science progresse et serve à quelque chose a beaucoup changé. Moi, je trouve des scientifiques de haute qualité, motivés. Ils savent qu'ils ne vont pas diriger les boîtes. D'ailleurs, ça ne les intéresse pas, ils ont bien raison. Mais, enfin, certains le font d'ailleurs. Certains le font et réussissent. Mais ce n'est pas leur boulot de diriger une boîte. Mais je veux dire, ils sont impliqués, ils sont motivés et ils sont l'ossature qui va faire que la société peut se développer et réussir. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Écoutez, téléphonez à vos députés, etc. Dites-leur que sur les 1400 milliards d'euros qui sont sur les contrats d'assurance vie, dont la quasi-totalité sert à financer le déficit de l'État, il y a peut-être une meilleure allocation à faire. Donc si j'ai un appel, c'est moi qui vous fais cet appel, aidez-nous à récolter de l'argent pour vous.